Le mont Everest est la plus grande montagne située dans l'Himalaya. Il s'agit de la plus haute montagne de la planète Terre avec un certain charme mystique. Chaque année, c'est un nombre considérable d'alpinistes qui se jettent à ses pieds afin de la gravir. La quête du mont Everest fait rêver plus d'un. Conquérir ce sommet est le défi de nombreux alpinistes, mais la réalité fait moins rêver. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'histoire de Beck Weiser, un pathologiste du Texas qui avait souhaité gravir le mont Everest avec un groupe de 8 alpinistes. Beck Weiser est issu d'une famille de militaires. Il a fait ses études à l'université de Wichita Falls, qui se situe au Texas. Il est marié et a 2 enfants. C'est un pathologiste et pour ceux qui ne savent pas, un pathologiste est un professionnel de la santé qui réalise et interprète des analyses biologiques. Il peut s'intéresser au prélèvement des liquides dans le corps ou des tissus biologiques. C'est un passionné d'alpinisme depuis plusieurs années et il s'est lancé comme objectif d'atteindre les 7 sommets. Il s'agit d'une aventure dans laquelle les passionnés d'alpinistes se lancent et qui consiste à gravir le sommet de la plus haute montagne de chaque continent. Il avait déjà gravi plusieurs sommets, mais le mont Everest a énormément attiré sa curiosité et animé son désir, car il s'agissait du plus grand défi dans son parcours en tant qu'alpiniste. Beck était prêt à tout pour y arriver. Il voulait y mettre le plus d'énergie possible et souhaitait repousser ses limites. Côté vie privée, Beck a souvent délaissé sa famille pour sa passion de la montagne, ainsi son mariage battait de l'aile depuis un moment. Ce n'était donc pas un problème pour lui de se séparer de sa famille le temps d'une excursion en montagne. Beck Weiser a déclaré qu'il a été dépressif durant une bonne vingtaine d'années. Il dira même qu'il l'a été dès le début de sa vie d'adulte. Il ne savait pas d'où provenait son mal-être, mais il l'a décrit comme une profonde tristesse et un manque d'espoir, ce qui l'a poussé vers le sport et l'a rendu progressivement accro à cette activité. Ce qu'il aimait dans le sport, c'était le fait que quand il faisait de l'exercice physique, son esprit se libérait et s'allégeait. Il faisait près de 18 heures d'entraînement physique par semaine. Après avoir développé cette routine, il s'est lancé dans l'alpinisme. Il a expliqué qu'il voulait se dépasser physiquement et aller plus loin dans sa dépendance au sport. Beck Weiser s'est inspiré de Richard Bass, celui qui a inventé le concept des 7 sommets. Ils avaient la même tranche d'âge et il voulait suivre son parcours. Il a indiqué qu'au début, il ne pensait pas forcément aller jusqu'au bout, mais à chaque fois qu'il parvenait au bout d'un sommet, le sentiment d'accomplissement était tellement grand qu'il voulait encore y recommencer pour avoir cette sensation à nouveau. Beck Weiser a expliqué que selon lui, les passionnés d'alpinisme ne viennent pas gravir le mont Everest uniquement parce qu'il existe, mais pour des raisons bien plus personnelles. Il est convaincu que derrière cette excursion, il y a comme une sorte de quête chez chaque individu qui serait animée par des complexes ou des raisons personnelles plutôt profondes. En mai 1996, le mont Everest est victime de son succès. Plusieurs expéditions commerciales ont lieu à son camp de base et elle se prépare à le gravir. Le 10 mai 1996, Beck est au pied du mont Everest. Son expédition est dirigée par un vétéran de l'alpinisme qui se nomme Rob Hall. C'est un grimpeur expérimenté qui est originaire de la Nouvelle-Zélande. Il avait formé Adventure Consultant comme une société d'escalade et d'aventure après qu'il ait réussi à escalader les 7 sommets. Au cours de sa carrière d'alpiniste, il avait gravi le mont Everest en 5 fois. Il a popularisé les missions commerciales sur l'Everest.
C'était donc un homme plutôt sûr de lui, et il ne s'inquiétait pas du tout de cette nouvelle aventure qu'il allait entreprendre. Les personnes qui le suivaient non plus, car ils se sentaient en sécurité et se pensaient entre de bonnes mains. Après tout, ils allaient suivre un homme très expérimenté. En ce matin de mois de mai, ce sont 8 alpinistes qui se sont lancés dans cette aventure, tous très contents et optimistes. Le temps était plutôt clair, même s'il faisait très froid. La montée s'est plutôt bien passée. L'équipe n'a pas eu de difficultés particulières. Faisons un petit point sur le climat de l'Everest. Les conditions climatiques de cette impressionnante montagne sont très considérées comme problématiques. En hiver, il peut y avoir des tempêtes très violentes et il peut soudainement se mettre à pleuvoir considérablement. En période estivale, il y a toujours des vents de mousson qui proviennent du sud et emmènent avec eux d'importantes quantités de pluie. En automne ou en printemps, les pentes des montagnes sont habitées par des vents les plus forts, dont la vitesse peut dépasser 300 km/h. Vous l'aurez compris, ces conditions climatiques intenses peuvent rendre le périple difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'elles repoussent les alpinistes ambitieux de conquérir ce sommet. Avant chaque expédition, tous les alpinistes, même les plus expérimentés, s'interrogent sur la température de l'Everest, car à tout moment, de violentes tempêtes peuvent surgir et les abattre, allant jusqu'à les couvrir d'une couche de neige de 3 mètres à leur réveil. Il faut savoir que peu de temps avant qu'il se rende au Népal, Beckweyser avait subi une opération chirurgicale afin de corriger sa myopie. Il s'agissait d'une kératotomie radiale, c'est-à-dire de toutes petites incisions dans ses cornées afin d'en changer la forme pour obtenir une meilleure vue. Le problème est que Beck ne s'était pas totalement remis de cette intervention. Il n'a pas pensé à ses yeux lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure. Il pensait qu'il n'aurait pas eu de problème par rapport à cela. Cependant, l'altitude ainsi que la surexposition aux rayons ultraviolets a déformé ses cornées, alors qu'elles étaient encore fragilisées par l'opération, ce qui l'a rendu presque aveugle une fois qu'il faisait tout noir lors de l'expédition. Lorsque Rob Hall a appris que Beck ne pouvait plus voir, il lui a interdit de continuer de grimper la montagne et il lui a ordonné de rester sur le côté du sentier et de l'attendre pendant qu'il allait amener le reste du groupe au sommet. Il voulait d'abord que Beck redescende tout de suite au camp 4, mais ce dernier était persuadé que sa vision allait s'améliorer. Il lui a alors dit d'attendre sur le côté, c'est-à-dire à peu près à 27 000 pieds sur l'Everest, qui mesure 29 000 pieds. Lorsqu'il redescendrait, Hall le récupérerait sur le chemin. Beckweyser a accepté, mais à contre-cœur. Il n'avait pas d'autre choix que d'écouter et de les attendre tranquillement. Ses 7 coéquipiers ont donc continué l'aventure pendant qu'il allait sagement les attendre sur un coin. Pendant que Beck attendait patiemment le retour de Hall, d'autres groupes sont passés devant lui pendant qu'il descendait. En le voyant, ils se sont fait du souci pour lui. Ils lui ont proposé une place dans leur caravane ainsi que de l'aide. Mais Beckweyser a refusé, car il avait promis à Hall qu'il allait l'attendre ici. Il voulait donc se tenir au plan et il ne voulait pas inquiéter Hall s'il ne le trouvait pas par ici lorsqu'il allait redescendre. Le problème est que Rob Hall n'allait jamais revenir. Lors de l'excursion, une fois arrivé au sommet, un membre de l'équipe était beaucoup trop affaibli afin de continuer. Rob Hall, en le voyant dans un état critique, a refusé de l'abandonner. Ils ont tous les deux attendu de l'aide, cependant le froid a eu raison d'eux. Ils sont morts sur la piste et à ce jour, les 2 corps sont toujours sur le sommet. Beckweyser, quant à lui, tout seul dans le froid, est toujours en train d'attendre Rob Hall. Près de 10 heures se sont écoulées avant qu'il ne réalise que quelque chose n'allait pas. Cependant, il était seul et abandonné sur la route. Alors, il fallait qu'il attende qu'une nouvelle personne arrive près de lui afin de lui demander de l'aide. 17 heures après, un grimpeur est finalement redescendu.
Il lui a enfin appris que Rob Hall n'allait pas redescendre car il était resté coincé plus haut et était tristement décédé. Breakwater savait alors que son unique chance de s'en sortir était de suivre cet homme, donc il est redescendu avec lui. Cependant, ce dernier lui a appris qu'un membre de son équipe de départ n'allait pas tarder à redescendre. Ainsi, Breakwater a fait le choix de l'attendre avec le monsieur. Il s'agit de Mike Groom, qui était un collègue de Hall, mais aussi un chef d'équipe. Il était également guide et avait déjà escaladé le mont Everest. C'était donc un homme plutôt expérimenté. Mike Groom est arrivé et il a entraîné avec lui le reste de l'équipe de départ ainsi que Breakwater, qui étaient tous bien fatigués. Ils ont pris la route afin de s'installer pour la nuit. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là et que tout s'est bien terminé. Pourtant, un terrible drame va s'abattre sur eux. En pleine nuit, une tempête a commencé à se préparer au sommet de la montagne. Elle était très intense. Elle a commencé à couvrir toute la région de neige. La visibilité était devenue quasiment nulle, avant même qu'ils aient eu le temps d'atteindre le camp 4. En tentant de chercher leur tente, la tempête était si forte qu'ils ont failli être emportés. Ils se sont blottis les uns contre les autres afin de résister à la tempête et d'essayer de ne pas être emportés. La tempête était véritablement incontrôlable. En plus du vent et de la haute altitude, il était devenu difficile pour les alpinistes de tenir bon. Ils continuaient de se blottir afin de rester au chaud et de tenter de survivre. Avec tout ce froid, Breakwater a commencé à être confus. Au lieu de rester blotti aux autres, il s'est levé dans le froid et a tenu ses bras au-dessus de lui avec sa main droite gelée et il a commencé à crier encore et encore en disant qu'il avait tout compris, quand tout à coup, une rafale de vent l'a emporté à l'arrière dans la neige. Cette terrible nuit, c'est un guide russe du nom d'Anatoly Boukreev qui est parvenu à secourir ce qu'il restait de l'équipe. Le souci est que lorsqu'il a regardé Beck, ce dernier était totalement et tellement inconscient qu'il n'a pas vraiment vu une possibilité en lui de survivre. Il a alors cru qu'il était déjà arrivé très loin et que l'on ne pouvait pas le récupérer, car il n'allait sûrement pas tarder à mourir. L'homme étant venu les secourir, ne pouvait sauver que ceux qu'il estimait en état de survivre, mais pas ceux qui étaient déjà bien endommagés. Il les a donc laissés sur la montagne pour mourir. Le problème dans les missions de sauvetage en haute altitude est que si les personnes qui sont venues secourir les plus démunis, eh bien s'ils ramènent avec eux ceux qui ont l'air d'être sur le point de mourir, cela va les ralentir dans leur mission. Le plus important pour eux est de pouvoir essayer de sauver le maximum de personnes possible. Breakwater avait donc été choisi pour être laissé mort. Il faut savoir qu'à l'époque de la catastrophe du mont Everest en 1996, il s'agissait de la plus meurtrière de l'histoire de la montagne à cette époque. Le lendemain matin, après le passage de la tempête, c'est un médecin canadien du nom de Stuart Hutchison qui a été envoyé afin de récupérer Breakwater ainsi qu'une japonaise de son équipe prénommée Yasuko Namba. Cette dernière a malheureusement également été abandonnée sur la montagne. Le médecin a enlevé une grande couche de glace vraiment importante sur eux afin de voir s'il pouvait les sauver. Le médecin a alors déclaré que ni Yasuko ni Weather étaient des personnes que l'on pouvait encore sauver. Il les pensait trop proches de la mort et qu'il n'était pas possible qu'ils puissent quitter la montagne vivants. Breakwater est une seconde fois laissé pour mort. Le médecin ainsi que le reste de l'équipe, plus ou moins en bon état, sont donc redescendus vers le camp 4. Breakwater a alors passé la nuit dans un bivouac ouvert, dans un terrible blizzard, avec le visage et les mains exposés au froid glacial. Son visage était incrusté de glace et sa veste était ouverte jusqu'à la taille. Il faut savoir que plusieurs de ses membres s'étaient raidis avec le froid. Il avait des engelures et son corps était totalement froid.
Le médecin va déclarer plus tard que Beck était aussi proche de la mort, mais qu'il respirait toujours. Cependant, un fait assez surprenant est que Beck Weather n'était pas mort. Bien qu'il avait été décrit comme proche de la mort, son corps reprenait de plus en plus de force. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'éloignait petit à petit de la mort. Par le plus grand des miracles, Beck Weather s'est réveillé de son coma hypothermique. Il était convaincu d'être dans son lit. Il déclara plus tard: « J'étais si loin en ce qui concerne le fait de ne pas être connecté à l'endroit où j'étais. Il y avait un sentiment agréable, chaleureux et confortable d'être dans mon lit. Ce n'était vraiment pas désagréable. » Cependant, il s'est rendu compte qu'il était dans une terrible situation lorsqu'il a regardé l'état de ses membres qui étaient très abîmés. Lorsqu'il a pris conscience de l'état dans lequel il était, une vague d'adrénaline est montée en lui. Il a déclaré à propos de ça: « Ce n'était pas un lit. Je n'étais pas dans un rêve. C'était réel et je commençais à penser. Je suis sur la montagne, mais je n'ai aucune idée d'où. Si je ne me lève pas, si je ne commence pas à penser à où je suis, alors tout va se terminer très rapidement. » Il a rassemblé toutes ses forces et par miracle, il a réussi à descendre la montagne, malgré le fait que ses membres furent très abîmés. Son visage était devenu totalement noir par les engelures et ses membres ont été si endommagés qu'il est fort probable qu'ils ne redeviennent plus comme avant. Alors que tout son corps était endormi et complètement gelé, Beck Weather a su faire d'un courage absolument hors du commun et il est parvenu à trouver la force afin de continuer à marcher et marcher et marcher dans le froid absolument glacial. Il a rassemblé toutes ses forces et est parvenu à descendre toute la montagne. Il est arrivé au camp 4 et ce fut la stupéfaction lorsque les alpinistes l'ont vu. En le voyant, ils étaient totalement choqués. Ses compagnons ont déclaré que sa main et son nez avaient l'air d'être en porcelaine. Malgré son apparence malheureusement défigurée, Beck pouvait toujours marcher et parler. Il avait traversé la montagne dans cet état. Il semblait qu'il était revenu d'entre les morts, puisque le médecin canadien, l'avant abandonné, l'avait déclaré comme mort durant son périple. Le problème est que le médecin canadien avait répandu la rumeur de la mort de Beck Weather. Sa femme et ses enfants l'ont donc également appris et ont été profondément choqués. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas est que Beck Weather était bel et bien vivant, perdu dessus la montagne. Et il est parvenu à survivre à cette tempête et est revenu de son coma hypothermique. Cependant, même si Beck Weather se tenait debout devant ses camarades une fois arrivé au camp 4, ces derniers ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il continue de survivre. Ils ont vu l'état dans lequel il était et ils ont pensé qu'il allait forcément succomber à ses blessures. Ils l'ont donc installé dans une tente, convaincus qu'il allait finir par mourir. Ils voulaient juste l'installer afin qu'il soit à l'aise pour ces derniers instants. Mais Beck Weather était encore plus fort que ça. Il a survécu à une autre nuit glaciale dans une tente, totalement seul avec ses blessures. Bien qu'on lui avait fourni de quoi boire, manger et des sacs de couchage afin de rester au chaud, il était incapable d'utiliser tout cela. Il a crié à l'aide, mais personne ne l'a entendu avec le vent qu'il y avait malheureusement. Le lendemain, lorsque ses camarades l'ont trouvé toujours vivant et dans un état encore lucide, ils étaient extrêmement surpris. En le voyant toujours vivant, ils étaient extrêmement admiratifs et étonnés de son courage et de sa force de vivre. Les techniciens du camp ont alors alerté Katmandou et ont envoyé Beck Weather à l'hôpital par le biais d'un hélicoptère afin qu'il puisse recevoir les premiers soins. Malheureusement pour lui, une fois arrivé à l'hôpital, même s'il a bien et bien survécu et a eu des soins adaptés, son corps était tellement endommagé par les engelures qu'ils ont dû amputer son bras droit, les doigts de sa main gauche et plusieurs morceaux de ses pieds.
Par miracle, les médecins ont tout de même pu sauver un minimum son visage en lui faisant un nouveau-né avec la peau de son cou et de son oreille. Beck a ainsi pu rejoindre sa famille et continuer à mener sa vie tranquillement. Beck Weiser a expliqué à travers plusieurs interviews son ressenti sur cette terrible expérience, puis son expérience face au fait de survivre à la mort et ce que tout cela lui avait appris et lui a fait prendre conscience. Je vais donc vous relater un petit peu ce qu'il a raconté à propos de son expérience. Comment cela se fait que l'on l'a laissé pour mort? Beck Weiser a expliqué que l'on l'a laissé pour mort en 3 fois. Il a d'abord été laissé pour mort avec sa camarade, l'alpiniste japonaise Yasuko Namba, sur une pente de glace et de rochers au bord de la face est de l'Everest. Gangchung, car il n'avait plus de force pour redescendre. Puis le lendemain, lorsque les autres personnes des expéditions sont venues les voir, sa camarade et lui respiraient toujours, mais malheureusement, ils avaient l'apparence recouverte d'une importante couche de glace, et ils étaient inconscients. Selon Beck, il pense que les équipiers les ont laissés ici, car il pensait qu'ils n'avaient aucune chance de survivre. Puis, cela s'est reproduit lorsqu'il est parvenu à redescendre au camp 4, après s'être miraculeusement réveillé. Lorsque ses camarades ont vu l'état dans lequel il était, et comment ses mains et son visage étaient extrêmement abîmés, ils étaient convaincus qu'il ne survivrait pas à une prochaine nuit glaciale. Ils l'ont donc laissé seul dans une tente, car selon lui, personne ne voulait rester à ses côtés pour le voir mourir. Est-ce qu'il garde de la rancœur envers ces personnes? Beck Weiser a expliqué ne pas garder de colère envers les personnes qui n'ont pas jugé bon de le sauver. Il a également dit les mots suivants à ce propos. C'est de mon propre chef que je suis monté là-haut, et ce sont mes jambes qui m'ont porté. Sur place, chacun essaie de faire au mieux, et ceux qui n'ont pas vécu une telle tempête ne peuvent comprendre la terreur, le stress et l'épuisement auquel on est soumis. Dans une telle situation, chacun sent qu'il a de très grandes chances de ne pas redescendre et de mourir. Les autres ont fait au mieux, et je ne peux leur en vouloir, car finalement, je suis rentré, je vais bien et je suis heureux. Mais je pense à Yasuko, qui était une petite femme toute frêle. Si on avait redescendu son corps léger, elle serait morte dans une tente, accompagnée, et pas toute seule sur la glace. Est-ce qu'il a toujours des souvenirs de son errance? Beck Weiser a expliqué qu'il a littéralement gelé à mort, même si à un moment, il ne sentait plus du tout le froid. Il se sentait comme anesthésié. Il a indiqué ne plus avoir de souvenir de la quinzaine d'heures qu'il a passées totalement inconscient et enseveli sous la glace. Il a révélé que lorsqu'il s'est réveillé, il a eu une vision de sa femme et de ses enfants. Il a également indiqué que lorsque l'on l'a aidé à redescendre du camp 4, il ne sentait pas la douleur car selon lui, tout en lui était mort. Il a dit à ce propos, « Tout en moi était mort et ce qui est mort ne génère aucune douleur. À ce moment-là, je ne pensais à rien, surtout pas à mon avenir. Il ne s'agissait que de se concentrer sur l'instant présent. » Comment a-t-il vécu la sensation d'être mort? Selon lui, il était mort que dans l'esprit des autres, puisque la nouvelle de sa mort avait déjà été propagée alors qu'il respirait encore, perdu en haut du mont. Beck a donc expliqué qu'il n'a pas véritablement vécu cela comme une mort, mais plutôt comme un long sommeil. Il a décrit à ce propos « Je ne l'ai vécu qu'une fois, aussi je ne peux généraliser, et je n'étais mort que dans l'esprit des autres. Être mort est sûrement moins difficile que d'être en train de mourir, puisque ça consiste en un sommeil sans rêve. Et puis, ma prétendue mort n'a duré que quelques heures. » Comment expliquer qu'il a pu survivre à cette expérience? Sa réponse au magazine Le Monde est la suivante. Scientifiquement, je suis incapable de dire comment j'ai pu survivre, mais je portais des vêtements noirs et rouges qui emmagasinaient la chaleur des rayons du soleil, et je suppose que j'en avais suffisamment absorbé. Puis, quand je me suis remis à bouger, j'ai immédiatement recommencé à générer de la chaleur. J'ai quand même craint d'avoir grillé irrémédiablement des neurones dont j'ai grand besoin dans mon activité d'anatomopathologiste. Mais il semble qu'ils se reconstituent.
pourvu qu'on ait continué à respirer et à pomper le sang vers le cerveau. Qu'est-ce que l'expédition a changé pour lui? Breakwater a pris conscience de beaucoup de choses dans sa vie et surtout dans son couple. Il a expliqué les mots suivants sur ce qu'il avait appris de cette expédition. Quand je suis partie en expédition pour l'Everest, j'étais convaincue que je remplissais parfaitement mon rôle d'homme. Je travaillais dur et je subvenais très largement aux besoins de ma famille. Je ne me droguais pas et je buvais de l'alcool qu'avec modération. Je n'étais pas un coureur de jupons et j'aimais immensément ma femme et mes enfants. J'ai simplement fait l'erreur de penser que cela suffisait. Mais c'était complètement faux. Je ne leur donnais aucune preuve que j'étais vraiment là pour eux. J'étais simplement trop absorbé et trop absent, et c'était un énorme stress pour Peach que de s'inquiéter de ma sécurité et de s'occuper des enfants lorsque j'étais en expédition. J'ai dû opérer un changement drastique et délibéré dans mon existence, sans lequel j'aurais perdu Peach, ce dont je me serais jamais remis, parce qu'elle est l'amour de ma vie. Ce qui s'est passé sur l'Everest m'a contraint à tout réévaluer et réexaminer et enfin à vivre. Je suis grand-père depuis 1 an et demi et heureux de vieillir avec ma femme et pas pressé du tout de mourir pour de bon. Pour conclure sur cette histoire, Breakwater a publié un livre sur son expérience qui s'intitule Left for Dead, My Journey Home from Everest en 2000. Il fait des discours de motivation régulièrement et il a poursuivi son travail. Il vit désormais au Texas et fait partie du personnel de pathologie du Medical City Dallas Hospital. Cette expérience ne l'a pas du tout arrêté dans ses objectifs et dans son désir de vivre.